Deep voices rise up, in sacred halls we sing. Hallelujah echoes round, ancient walls they ring. Monks in robes of grey, hands in prayer they stay. Hallelujah fills the air in this solemn day. Lift your voice to the sky. Hallelujah we cry. Hallelujah. In the silence we find sacred chants intertwined. Candles light our way in the night and day. Hallelujah. Bonjour, eh bien écoutez, nous sommes un dimanche quelque chose comme le 28, et c'est la fin juillet, donc ça y est, on attaque août, et puis après, je dirais que l'été sera fini, sera passé, et on verra les beaux jours d'automne nous emmener vers l'hiver glacial, et donc la perspective d'une nouvelle année 2025 qui va s'annoncer d'une manière ou d'une autre, qui risque de s'annoncer bien entendu peu glorieuse pour notre pays, vu que le grand théâtre des Jeux Olympiques, le grand rituel qui a été célébré cette fois-ci est vraiment une incantation, je dirais, vers les entités malveillantes, et c'est comme si on avait mis au point un aimant pour attirer sur la France toutes les entités malveillantes, et ça va avoir des conséquences, c'est à mon avis certain. Attention, hein, ce n'est qu'une extrapolation de ma part, mais je pense que ce qui a été fait là, avec une forme de consentement de la population, 20 millions de téléspectateurs, et je pense que les gens ont pensé que c'était bien. Ils ont zappé la scène blasphématoire. C'est un pays déchristianisé. Les gens n'ont plus aucun sens. Quand je dis les gens, je parle de la population française. Une grande partie de la population française n'a plus le sens du sacré de ces questions. On a affaire autour de nous à une population qui est complètement désarticulée et décérébrée. Donc il ne faut pas attendre de cette population qu'elle prenne conscience de quoi que ce soit. Elle en est incapable. Ce sont les mêmes, n'oublions pas, qui se sont fait picouser. Et donc ils ont en eux, si vous voulez, ce syndrome le syndrome de la bêtise, le syndrome de la zombification, je dirais. Et il n'y a rien à attendre d'eux, rien. Et c'est pour ça que, tels des moutons, ils vont à l'abattoir, et cet abattoir, on l'a préparé, soigneusement préparé. Et nos instances, nos dirigeants, ont mis en place justement cette scène pour justement invoquer des puissances négatives, célestes mais négatives, qui vont engager la population vers un destin évidemment un peu compliqué, je dirais. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y perdre. Et c'est là que je voudrais y venir à cette question. Vous savez, c'est pas forcé qu'on y perde. Moi, je me souviens de la séquence du Covid. La séquence du Covid a été pour moi vraiment un moment formidable. Vraiment. D'une part, j'ai eu le Covid, mais je m'en suis remis avec des médicaments, sans être obligé de me faire vacciner. Et le confinement était pour moi un moment de bonheur.
parce qu'il y avait le calme absolu, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de voitures, il y avait une autre ambiance qui avait pris place et j'aimais beaucoup cette ambiance. En même temps, je ne respectais aucune contrainte qui m'était imposée, c'est-à-dire je me faisais des fausses attestations, j'en avais plusieurs au cas où, des fois j'en faisais pas, je me suis déplacé comme je voulais. Il y avait pour moi moins de circulation, donc c'était chouette. J'ai jamais été arrêté par les flics, donc je transgressais tout et je m'en foutais complètement. Et c'est agréable de transgresser quand tout le monde, tel des bagnards, observe une loi scélérate qui les contraignait à rester chez eux. D'autre part, je me baladais dans ma campagne libre et quand je croisais des gens, ils étaient contents, il y avait un sourire. Parce qu'en fait, ceux qui sortaient de chez eux retrouvaient une certaine quiétude, ils sortaient de leur boulot, de leur enfer quotidien, et beaucoup se sont sentis mieux à cette époque-là. Il n'y a pas que moi. Moi, ça a été l'occasion de faire du télétravail, donc c'était chouette parce que j'avais même pas besoin d'aller au boulot, j'étais payé pareil, et plus besoin d'aller au travail, plus besoin de supporter les cons de collègues, plus besoin de supporter le monde, et c'était une opportunité qui venait du ciel, que tout le monde accueillait comme une contrainte, et moi, telle qu'était ma vie, c'était devenu presque un bonheur. Et chaque jour, c'était succulent. Et puis, comme j'ai pas besoin de me déplacer, comme je ne voyage pas, comme je ne bouge pas, ma vie quotidienne n'a absolument pas changé, bien au contraire, elle s'est trouvée revalorisée. Parce que dans ce contexte comme il était plus agréable pour moi d'être dans mes champs, dans ma forêt, dans ma maison, que d'être enfermé dans un 2 pièces dans Paris. Et je me disais, finalement, mon choix s'est révélé judicieux de quitter la ville, de quitter la banlieue, pour vivre dans un coin paumé comme ça. Pas de délinquance, rien, pas de racailles, c'est fini, on ne les voyait plus dans les villages alentours parce que c'était le confinement, je ne sais pas comment vous dire, mais c'était très curieux. Et ça a été d'opportunité. C'est quand tout a repris que ça a été compliqué, justement. C'est quand la vie normale a repris, oh là là, j'ai pas aimé du tout. Donc cette séquence, elle m'a plu. Et j'ai remarqué dans ma vie, souvent ce que les autres estiment être une épreuve, pour moi c'était presque un plaisir. Je me souviens avoir été à l'hôpital pour deux opérations. J'étais très bien à l'hôpital, ça me plaisait parce que c'était une séquence où je m'arrêtais et on s'occupait de moi. Et comme on ne prend jamais soin de nous, à l'hôpital, vous êtes bien, vous avez les infirmières passent vous voir pour vous demander comment ça va, vous n'avez même pas à penser à faire les courses, ni à faire la nourriture, on vous sert tout sur un plateau, même si ce n'est pas délicieux, mais tout au moins on prend soin de vous, on vous soigne, on vous demande comment vous allez. Ça n'arrive jamais dans la vie normale. Et donc ce séjour à l'hôpital, je me souviens, m'avait plu. Puis quand je passais, je m'étais dit, si l'opération, si je dois passer, et puis l'anesthésie me plaisait parce qu'on disparaît, on n'existe plus. On quitte ce monde un moment et c'est agréable de quitter ce monde aussi, avec ses lourdeurs, ses tracas, parce que il y a toujours, la vie est faite de tout le temps, on a toujours des angoisses sous-jacentes par rapport à des démarches administratives, par rapport à des hypothèses qui peuvent nous arriver, de je ne sais quoi, des problèmes familiaux, etc. Là, d'un seul coup, on est dans l'hôpital, tranquille, et donc c'était plutôt bien. Et certains pensent que c'est une épreuve, et pour moi, ça ne l'est pas. Ça ne l'était pas. Et en réalité, je fonctionne à l'envers de la plupart des gens. C'est-à-dire que quand les autres pensent que c'est dur, que c'est une épreuve, moi, au contraire, je trouve ça agréable. Et pareil pour mon service militaire, j'appréhendais, puis finalement, j'ai vu des gens pleurer, des gens qui étaient en crise parce qu'ils avaient quitté leur repère. Et pour moi, c'était une découverte, c'était découvrir des gens que je n'aurais jamais découvert dans ma vie de séminariste. Et j'étais vraiment content de vivre cette expérience. Ça m'a permis de
de vivre une expérience, et de vivre une expérience sociologique, et de comprendre certaines choses que je n'aurais pas compris si je n'avais pas fait ce service militaire. Ça n'a pas été une épreuve pour moi. Non, non, du tout. Et puis tout était comme ça en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours réussi à prendre les choses difficiles, ce qui semble être difficile, du bon côté. Et il y a un bon côté à tout ça. Donc si demain, la France rentre dans une tourmente, que ce soit une tourmente financière ou autre, il y aura des bons côtés. Il y aura des côtés qui seront pour nous bons, à condition de faire les bons choix. En période de grande crise, ça oblige les gens à être solidaires et à retrouver des principes de solidarité. Et quand on a besoin des autres, ben on met sa fierté, son orgueil dans sa poche et on reconstruit des relations sans orgueil. Parce que l'orgueil peut vous isoler. Et donc, ça conduit les gens à être plus humbles quand il y a une période de crise. Parce qu'on peut avoir besoin de l'autre. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça remet tout le monde d'équerre. Donc, c'est pas forcément négatif pour tout le monde, même si demain, il y aura des épreuves. Après, ça dépendra ça nous obligera peut-être à faire des choix. Ça nous obligera peut-être à nous engager d'une certaine manière sur certaines choses, je ne sais pas. Mais l'adversité n'est pas toujours négative. Elle nous révèle à nous-mêmes et elle nous permet aussi parfois de nous révéler. Si on est dans un contexte trop reposant, trop plat, on s'ennuie, on est à la recherche du divertissement. Et je pense que ces dernières années, c'est ça qui a en quelque sorte affadi le monde, c'est la paix. Parce que la paix, ça pourrait être une occasion de grandir et de s'épanouir intérieurement, mais on ne peut pas encore, au stade où on ne peut pas s'épanouir sans adversité et sans être dans un combat. Et donc, le principe de cette paix qui a eu lieu ces dernières années a conduit à un affadissement de la population, un appauvrissement moral, intellectuel et aussi spirituel. Et ça a donné cette population qui erre là dans les voyages organisés, qu'on voit faire le tour du monde sur des paquebots. Et ça montre toute cette population toujours accoutumée ou addicte au divertissement, les parcs d'attractions, tout ce que vous voulez, mais tout ça, c'est pas normal, vous voyez, pour un humain. C'est pas normal de perdre son temps dans la distraction, dans le divertissement. Le divertissement, il est juste une compensation ponctuelle après un effort. Il a sa justification dans un contexte où l'homme a besoin d'équilibrer. Mais là, ça devient une société que de divertissement, que de consommation, où les supermarchés ont remplacé les cathédrales et les églises, où les gens sont toujours spectateurs, très peu acteurs. Ils assistent, ils viennent se promener et ils investissent des lieux qui n'étaient pas faits pour accueillir autant de monde. Et en même temps, je parle des lieux touristiques, et quand ils investissent des lieux touristiques, ils polluent ces mêmes lieux, ils pervertissent la population locale et ils répandent en fait leur mal-être ou leur vide partout où ils passent. C'est le résultat d'un monde occidental qui est devenu vide et creux à cause d'une trop longue période de paix. On ne peut pas dire le contraire. Donc, si à nouveau une période de conflit, de difficulté, d'épreuve nous attend, ça peut être une occasion de réveiller chez l'homme un instinct supérieur. C'est l'instinct de survie, mais au-delà de l'instinct de survie, ça peut l'amener à reconsidérer sa mission sur Terre. Et c'est pas qu'un tube digestif, l'humain. Il n'est pas là que pour
profiter de sa retraite et puis bon, j'ai ma retraite, ça y est, maintenant on va faire des voyages organisés, on va aller au restaurant tous les dimanches, on va faire une promenade près de la mer. C'est comme ça qu'ont vécu nos parents, en croyant que la vie était faite que de divertissement, qu'une fois qu'on était à la retraite, bah, voilà, tu fais ton petit potager, puis tu prends la voiture, beaucoup la voiture, puis tu vas d'un endroit à l'autre, tu te déplaces. Je vois à quel point autour de moi les gens se déplacent. Ils ont un besoin de se déplacer pour se sentir vivre. S'ils ne se déplacent pas, ils sentent qu'ils sont défavorisés. Il y a chez eux presque une culpabilité à ne pas se déplacer, à ne pas, entre guillemets, profiter. Et cette maladie du déplacement va peut-être être guérie par des problèmes de logistique, des problèmes d'alimentation en pétrole et tout ça. Les gens seront obligés de rester chez eux. Et face à eux-mêmes, on verra s'ils peuvent continuer à vivre en restant dans leur habitat, chez eux, dans leur environnement. Et pas toujours pas se sentir. Et ils verront si on continue malgré tout à vivre. Mais là, il y a des rituels imposés dans la société collective, comme les vacances. Il faut, pendant les vacances, que les gens bougent. Celui qui ne bouge pas se trouve, par rapport à un contexte de conditionnement où les gens vont bouger, celui qui ne bouge pas se sent malheureux. Et d'un seul coup, il se dit, mais moi aussi je veux partir, moi je veux faire comme les autres, parce qu'il se sent isolé, il se sent comme pénalisé par rapport à l'autorisation de sortir de chez soi pour aller visiter un autre pays ou aller visiter une autre région. Tous, mais je vois tous ceux autour de moi sont pris dans cette conditionnement collectif qui consiste à penser que les vacances égale déplacement. Beaucoup encore, en tous les cas. Il faut bouger. Il faut aller voir la famille, il faut aller bouger, tout ça. C'est indispensable. Sinon quelque chose ne va pas. Sinon, tu n'as pas réussi ton année si tu t'es pas déplacé. C'est devenu ça sacré, par contre, très sacré. Et donc, on voit bien que là, il y a une parenthèse. C'est la transhumance presque nécessaire de l'homme occidental qui est en train d'avoir lieu et c'est vrai certainement pour l'Europe. En tous les cas, c'est ce besoin qu'ont les gens de bouger pour se sentir exister et tout au moins pour sentir qu'ils sont en vie et qu'ils n'ont pas raté quelque chose. C'est très étonnant, cette maladie. Et en général, je le vois, parce que j'observe, ils bougent, mais ils sont en général, parfois et souvent, dans des situations plus inconfortables que chez eux. Ils acceptent l'inconfort parce que dans leur esprit, bouger, c'est profiter. Donc ils acceptent la contrepartie. La contrepartie, c'est en général des contraintes de logement ou de cohabitation avec des gens avec lesquels on ne s'entend pas forcément. On vit dans des espaces plus réduits parfois. On n'est pas tous dans des palaces 4 étoiles. Là, je comprends que celui qui va dans un palace 4 étoiles, à la rigueur, je comprends. Et encore, c'est déshumanisé ces palaces. Moi, je suis déjà allé dans des grands hôtels quand je gagnais de l'argent. J'aimais pas parce que je me disais, mais ça me plaisait pas parce que c'était pas mon univers et en même temps, c'était froid. Le personnel était faux avec vous. Vous aviez des sourires qui étaient commerciaux, mais il n'y avait pas de sincérité. C'est ça le monde du luxe. Et c'est un monde vide. Donc, il n'y a même pas de plaisir. Puis il n'y a pas de plaisir à être dans un environnement où tout le monde se la pète, tout le monde se tient au garde à vous et où le personnel est vis-à-vis condescendant, enfin pas condescendant, mais il a une attitude vis-à-vis de vous qui est pas celle qu'on attend quand on a besoin d'un certain contexte de détente et familier. Donc vous voyez, le luxe, c'est pas ça. Donc il n'y a pas vraiment d'avantage à bouger, sauf que on se dit, je veux dire, on pense que de bouger, c'est nécessaire. Et c'est là que les vacances interviennent comme quelque chose de sacré, parce que celui qui ne bouge pas, eh bien, c'est celui qui est marginalisé et qui est considéré comme pauvre, qui est considéré comme seul, non accompagné, comme celui qui est vraiment pénalisé. Et on ne veut surtout pas faire partie de ce groupe-là.
On veut encore y croire. Croire qu'on appartient à cette classe qui a encore les moyens de partir, qu'on a encore les moyens. Mais la plupart sont raides financièrement. J'en connais beaucoup qui partent, qui sont hyper raides. Mais ça fait rien. Ça fait rien, il faut partir parce que sinon, on profite pas. C'est le mot qui revient toujours, profiter. Alors qu'on n'est pas sur Terre pour profiter, on est sur Terre pour se réaliser, ce qui est complètement différent. Et se réaliser implique d'autres conventions, implique un autre mode de vie, implique d'autres facteurs qui ne sont pas les mêmes facteurs que ce monde dans lequel on nous a plongés. Mais pour se déconditionner de tout ça, il faut vraiment avoir une force intérieure et une solidité pour échapper à ça. Et il faut accepter des fois d'être seul parce que vous viviez, si vous vivez en couple ou si vous vivez avec quelqu'un, il n'est pas évident que l'autre personne accepte ces principes-là. Et donc vous êtes obligé de faire des concessions pour suivre l'autre dans ses addictions. Ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors évidemment, ça paraît dur, mais c'est pas dur du tout. C'est pas dur du tout. C'est comme ça. C'est au contraire nécessaire. Quand on est dans un cheminement intérieur, eh bien, l'important, ce n'est pas forcément de bouger, de se déplacer. Mais ça n'interdit pas de se déplacer non plus. Ça n'interdit pas de bouger. Il ne s'agit pas non plus d'être réfractaire à d'éventuels voyages. Le voyage peut s'imposer. Mais il ne faut pas qu'il s'impose, ou le déploiement s'impose par rapport à un code collectif. Il faut qu'il s'impose parce qu'on a envie d'aller à un tel endroit pour répondre à quelque chose que vous ressentez, ou alors voir des gens que l'on aime aussi, c'est possible. Mais je ne ressens pas du tout ça. Je ressens vraiment les vacances comme une obligation de bouger de telle période à telle période. Et pourquoi partir justement en été? Il y a plein d'autres périodes qui sont possibles aussi. Donc on voit bien que c'est un facteur qui est un facteur collectif et qui n'est pas spontané et qui n'est pas individuel. Alors le truc, c'est que, comme je vous dis, la perspective, c'est que demain, peut-être qu'il n'y aura plus ces possibilités-là. Et que les gens seront très malheureux, comme ceux qui se sont fait picouser comme ma voisine parce qu'elle ne pouvait pas aller au cinéma. Elle veut aller au cinéma et donc elle s'est fait vacciner, donc avec plein d'effets secondaires qu'elle a maintenant. Il lui est arrivé que des catastrophes parce qu'elle voulait simplement aller au cinéma. C'est fou. Comme ceux qui veulent aller, les jeunes qui se sont fait picouser pour aller boire des verres à la terrasse avec les potes parce qu'ils ne pouvaient pas se retrouver chez eux. Il fallait continuer à vivre comme on vivait. Résultat des courses, beaucoup ont des effets secondaires parce qu'ils n'ont pas écouté leur instinct vital qui les aurait orientés vers plus de prudence par rapport à un produit qui était en voie d'expérimentation, dont on n'avait pas encore les résultats sur les conséquences à long terme. C'était facile à comprendre. Là aussi, il n'y avait pas besoin d'être bac plus 10. Donc, vous voyez, c'est que la vie nous met face à des choix, nous met face à des options. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais il est important de se déterminer par rapport à soi, mais plus par rapport aux autres, ou ce que disent les autres, ni surtout le jugement des autres. C'est très important de ne pas se fier au jugement des autres. Parce que les jugements des autres ne valent rien. Rien du tout. Les jugements des autres, il faut s'en défaire. Il faut presque même provoquer l'autre qui vous juge en lui disant « Toi, tu n'as pas à me juger. Juge-toi toi-même si tu veux, mais ne juge pas les autres. » Parce qu'on n'a pas à être jugé sur nos manières de réagir, de nous comporter, tout ça. C'est notre histoire à nous. Dans la mesure où on ne fait pas de mal, dans la mesure où on ne blesse pas. Mais on n'a pas à juger quand on est sur une voie où on recherche la vérité. Parce que ce chemin de la vérité, il est conjugué avec les obstacles de la vie normale
et en même temps il n'est pas balisé par la petite morale de la bonne chrétienne, vous savez, qui vit avec son bon catéchisme à côté d'elle et qui n'a rien compris à la vie. Parce que ça, il y en a beaucoup comme ça, malheureusement. Des gens qui ont des principes, mais des principes qu'ils mettent dans leur poche quand il s'agit de vivre parfois leur vie professionnelle d'une autre manière ou leur vie sexuelle d'une autre manière également. Là aussi, je pourrais en dire beaucoup. Donc, on ne juge pas, on se tient à carreau et on essaye de mener sa vie comme on peut, dans la mesure où je parle. On ne nuit pas aux autres, bien entendu. Mais sur les démarches et les options personnelles, on ne peut jamais savoir. On ne peut jamais savoir et comprendre pourquoi l'autre passe par là pour justement expérimenter certaines choses dont il a besoin, sur le plan, je dirais, spirituel. Ah bah oui. Vous savez, l'existence, elle est quand même provisoire sur cette terre. Et cette existence, dans notre dimension, on la prend trop au sérieux d'une certaine manière. On la prend pas assez, on n'a pas assez de légèreté. C'est le problème des gens qui sont à droite en général. Et ça, je suis en train de lire un auteur, là, un jeune qui a du talent, qui a été remarqué par Jean Raspail. Je crois qu'il s'appelle Robin Clément, je crois. Le livre, je viens de le commander, parce que je l'ai vu passer. En le lisant, comme ça, je me disais, ah, il a 30-35 ans, ce garçon-là, il est de droite, mais il se plonge lui-même dans un... Il est parti dans une forme de romantisme nostalgique du « c'était mieux avant ». Et attention à ça. Attention à ça. Le « c'était mieux avant ». Parce que c'est une fausse piste et ça ne donne pas de perspective. C'est pas parce que les gens qui ont quitté le passé, qui ont fait la révolution pour abolir le passé, sont dans l'erreur, qu'on doit nous-mêmes nous retrouver dans un passé idéalisé. Alors il idéalise le prêtre en soutane, comme un prêtre errant, tout ça. Il est parti dans un... Je vois, c'est un peu à la Jean Raspail, c'est-à-dire c'est le dernier vicaire du Christ, c'est le dernier roi mendiant. Il y a ce côté romantique qui trimballe une nostalgie presque paralysante. Et cette nostalgie, qui est une forme de pathologie chez les gens de droite, hein, j'entends, les empêche d'envisager l'avenir et d'entraîner des gens avec eux pour bâtir justement quelque chose d'autre, une autre société, en tous les cas d'emmener les humains vers quelque chose qui entraîne. C'est pour ça que la gauche et le progressisme ont du succès auprès des jeunes, parce qu'ils ont une vision, d'avenir. En tous les cas, ils ont un projet. Ils parlent toujours de projet. Ils plongent les gens dans l'avenir. Ce sera mieux demain. Vous avez-vous Attali, ce qu'il a dit, dans 10 ans, on sera sorti de tous ces vieux décombres du vieux monde et on sera dans ce nouveau monde dans lequel ils veulent nous plonger. Et nous, par réaction, on dit non, il faut revenir à l'ancien monde. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on doit enjamber le projet de nos ennemis pour justement aller en faire quelque chose de bien supérieur. Il y a moyen de faire cette transition qui ne soit pas une transition justement maléfique, mais une transition bienfaitrice. Mais on doit aller aussi vers l'avenir. On ne doit pas se rétracter comme ça sur des principes anciens qu'on idéalise. Hein. Qu'on idéalise. Croyez-moi, on idéalise. C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté parfois entre nous, ou des déconvenus, des déceptions, ou des incompréhensions. Parce que il y a ceux qui sont arc-boutés sur le modernisme, le futur, tout ça,
qui veulent absolument qu'on revienne à la charrue, à la bougie et au cornebus, quoi. Et ça, c'est pas possible. Il faut bien qu'ils comprennent que ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas nier les progrès de la technologie. Vous pouvez pas nier les progrès qui nous sont arrivés là, aujourd'hui. C'est être vraiment hypocrite de regretter l'ancien monde et d'avoir chez soi et de commander chez Amazon. Parce que ce garçon, paradoxalement, il a édité chez Amazon, vous voyez, qui fait ce livre de nostalgie. Donc, c'est là qu'on est pris au piège de nos contradictions. Et vous avez la télé, vous avez le téléphone portable, vous me suivez sur le téléphone portable, donc vous êtes déjà dans le monde, vous êtes déjà dans le modernisme. Vous avez, à partir du moment où tu as un portable, un iPhone, tout cela, tu es déjà dans ce monde-là. Donc va pas jouer la comédie, va pas faire celui qui va aller avec sa charrue cultiver parce que tu es contre le modernisme. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en connais peu qui sont capables, qui ont le physique pour travailler comme autrefois. La plupart sont dans des métiers très virtuels, ou sont dans l'administratif, ou des métiers très désincarnés, mais il y en a peu qui ont la main dans le cambouis. C'est pour ça que toute l'industrie en France périclite, parce qu'il n'y a pas de main d'œuvre. Les jeunes n'ont pas envie d'aller vers ça. Parce que les jeunes ont déjà intégré certainement que les robots allaient remplacer et que ce que tu fais aujourd'hui, demain, de toute façon, le robot le fera. Et c'est juste. Donc fatalement, vous avez une morphologie qui va changer, puisque les gens vont être moins contraints par la matière. Mais peut-être que c'est, d'une certaine manière, peut-être que ce n'est pas non plus négatif. Il faut peut-être le considérer comme quelque chose d'une possible évolution de l'âme. Il n'y a pas peut-être contradiction obligatoire entre le modernisme et le développement de notre âme. On n'en sait rien, mais pourquoi il y aurait une contradiction? Tout cela dépend comment on aborde la question. On n'en est pas là encore à faire des déductions radicales sur ces questions-là. Ou alors il faut être cohérent. Il faut vivre vraiment sans le portable, sans la télévision, sans la machine à laver, sans l'électricité, et puis vivre comme les Amish. Mais est-ce qu'ils ont une plus grande âme, les Amish? J'en sais rien. Donc, c'est pour ça que actuellement, j'expérimente l'intelligence artificielle pour la musique. Pourquoi? Il y en a un qui me dit, tu ferais mieux d'apprendre la musique au lieu de t'exercer sur l'intelligence artificielle. Mais je lui dis, toi tu ferais mieux d'avoir une vache dans ton jardin et d'aller traire son lait, parce que tu es bien content quand ton lait il arrive, que ta bouteille de lait que tu vas aller chercher, elle est déjà faite par des robots, tout au moins par une industrie mécanisée et modernisée. Donc et le même se fait livrer des trucs par Amazon, j'en suis sûr. Donc vous voyez, l'hypocrisie aussi par rapport à cette question de l'intelligence artificielle. Non. Moi, j'ai eu tort au début sans connaître, d'être contre. Puis après, il y a un internaute qui m'a dit, oui, vas-y, essaye, tu vas voir, tu vas pouvoir t'amuser. Et ce que je fais, je regarde et je me dis, tiens, il y a des résultats des fois qui m'époustouflent. Parce qu'effectivement, je n'ai pas besoin de passer par la case départ, d'apprendre le solfège, de passer 20 ans de ma vie à maîtriser le solfège et à maîtriser un instrument de musique pour enfin essayer de provoquer des musiques qui soient personnelles, puisque ce sont des musiques qui sortent, c'est des musiques sans droit d'auteur, tout ça, donc c'est génial. Et puis comme j'écris des textes, les textes, je les fais chanter par la machine qui s'humanise, et vous avez des chansons à texte que j'ai écrit, et donc il y a un mariage entre ma créativité de texte et la production d'une musique qui s'adapte ou pas à mon texte. Et cet exercice-là, en fait, je me dis, tiens, je n'avais pas vu l'intelligence artificielle sous cet angle-là. Ça veut dire que les textes que j'écris,
ils sont pas sur mon ordinateur invisible, et je vais peut-être là, ça me permet de les faire découvrir avec un angle nouveau, c'est-à-dire un angle musical, comme permet de faire l'intelligence artificielle. Mais en moi, ça ne va pas me diminuer ma créativité, au contraire, ça va encore la développer parce que je vais écrire d'autres textes, que je vais alimenter par une musique. Je ne suis pas musicien et j'ai pas à ma merci un musicien qui peut me faire ça, un compositeur. Hein, j'ai déjà eu du mal à avoir quelqu'un qui me fasse une musique pour ma chaîne. Donc là, je dis, bah la machine, elle va le me faire. Parce que sinon, il faut presque vous mettre à quatre pattes devant un gars qui est compositeur, dire, oh, est-ce que je pourrais avoir une musique de toi? Est-ce que je pourrais avoir une musique de toi? Puis le gars va dire, oh, bah, tu sais, moi je suis très très occupé, j'ai pas le temps, tu passeras après, tout ça. Bon, vous voyez, ou alors le mec il te fait payer une blinde, son petit truc qu'il a pondu et qui se prend pour un génie des fois aussi. Donc, bah, vous zappez ça. Et donc, moi je dis, finalement, je peux écrire des textes, et ces textes, je peux les mettre en musique. L'intelligence artificielle collabore avec moi. Les textes, et d'autres peut-être qu'ils sont capables d'écrire de la musique, mais ils cherchent des textes. Ben, ils se feront peut-être appel à l'intelligence artificielle pour mettre, quelques mots en forme, et peut-être qu'ils auront le texte par intelligence artificielle, mais eux, ils voudront créer leur propre musique. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est comme ça, je pense, qu'on doit aborder peut-être la question de l'intelligence artificielle et ne pas être là à paniquer en disant « Ah, ça va appauvrir, on va tous être cons et tout ça ». Pas forcément. La preuve, parce que là, je viens de l'expérimenter, je me dis finalement, ça m'oblige, moi, à écrire, peut-être à écrire mieux et à mettre en valeur ce que j'écris par une musique adaptée. C'est stimulant et en même temps, c'est gratifiant. C'est pas négatif en soi. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Donc c'est pour ça, avec la technologie, regardez avec la chaîne. Et un gars au début me disait, ouais, de faire une chaîne, je sens pas ta chaîne, quand j'ai débuté, tout ça, puis à quoi ça sert, et puis ça mènera à rien, et puis... vraiment, on a tous, de toute façon, quand on démarre une expérience, je l'ai vu parce que quand j'étais dans le business, c'était pareil. Vous avez une idée, vous avez une intuition, tout de suite, il y a des gens qui s'opposent à vous, des gens qui ne font rien, qui eux sont dans l'échec, mais qui vous donnent des conseils. C'est souvent comme ça. Les gens qui réussissent en général sont enthousiastes. C'est pour ça que les Américains sont plus enthousiastes que nous. Parce que nous, les Français, on est bons pour décourager ceux qui ont des idées, mais ceux qui vous découragent, eux, ils n'ont rien fait de leur vie. Hein. Le mieux qu'ils aient fait, c'est être fonctionnaire ou être resté 30 ans dans la même boîte sans avoir rien innové dans leur vie. Hein. Et en général, ils habitent dans le pavillon bas de gamme et ils ont la Dacia comme tout le monde. Donc, vous voyez, ces gens-là vous donnent des conseils. Donc, vous balayez, évidemment, vous jetez. Par contre, vous avez, quand vous recherchez une innovation, quand vous recherchez à créer quelque chose, bah, vous vous lancez, vous occupez pas de ce qu'on vous dit. Et moi, j'ai commencé ma chaîne, mais en me foutant de ce qu'on allait me dire. J'en avais rien à foutre de ma tronche. Au début, j'ai l'air d'un petit curé qui parle derrière son micro et sa caméra. Ça a un côté ridicule au début. Je m'exprime d'une manière, oui, maladroite. J'ai pris de l'aisance depuis. Et vous voyez, j'ai progressé. Si vous regardez mes premières vidéos aujourd'hui, je ne suis plus le même. Bah, et mon physique, je l'ai accepté. Je m'en fous de mon physique. Je m'en fous complètement. Ça m'est égal. De toute façon, je ne suis pas pire qu'un autre et je ne suis pas mieux qu'un autre. On est dans la moyenne. Et je vieillis de toute façon. Donc, j'ai la tête de mon âge aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne s'agit pas d'être ridicule, parce que c'est à nous de juger si on est ridicule ou pas. Ça aussi, important d'avoir le regard des autres. Mais ça aussi, on voit, on le sent si on est ridicule ou pas. Là aussi, il faut faire attention, pas tomber dans le grotesque. Parce que ça aussi, il y a un risque. Mais si vous vous empêchez d'avancer sur une piste dont vous sentez que c'est votre piste, vous allez vous bloquer inutilement à cause d'un mec qui va vous dire non, le fais pas, ça sert à rien. Pour ma chaîne, c'était le cas. Ouais, c'est du virtuel, de toute façon, t'auras. C'est faux, j'ai fait des amis depuis. Des gens avec lesquels j'ai lié quelques contacts. J'ai sélectionné géographiquement, parce que je ne peux pas me déplacer loin de chez moi, donc j'ai sélectionné des gens proches
ou plus ou moins proches de chez moi. Je les ai reçus, on s'est vus, on se reverra, on communique, on en fait, et ça se transforme en amis. Donc ça m'a déjà apporté ça en soi, ce qui est pas mal déjà. En plus, ça m'a permis, il y a un gars qui s'appelle Christophe, qui vit en Corse, qui a fait voir un jour, tiens, il y a un mec qui dit des choses pas mal sur Internet, il lui fait voir, puis il dit, ben, c'est François, parce qu'on s'était perdu de vue avec Christophe. Il était parti en Corse et tout, il avait fait sa vie, puis moi, on s'était perdu de vue, parce que les circonstances de la vie ont fait qu'on s'était perdu de vue. Et il me retrouve, il m'appelle. Et on communique beaucoup parce que lui, il a vécu un peu la même chose avec son père que moi. Donc ça nous rapproche, il est fils unique, il a perdu sa mère et son père. Et moi, je suis dans le même cas. Et en tant que fils unique, on a les mêmes... on vit la chose de la même manière. Donc ça a été un peu notre point d'échange, c'est d'échanger sur les difficultés, les souffrances qu'on ressent par rapport à notre situation de fils unique et des parents qui sont malades. Et donc, puis voilà, puis des fois on s'appelait, j'ai dit, bah écoute, voilà, de temps en temps je l'appelais pour lui déverser un peu mes problèmes, en disant, voilà, tu as rencontré ça, bah, il me comprenait, je savais qu'il me comprenait. Et puis d'un seul coup, il m'a dit, ouais, je suis dans la merde, on est en train de tuer on va faire l'abattage de toutes mes poules et tout ça. J'ai dit, on va t'aider avec la chaîne. Bon, bah ça a marché, 5 000, plus de 5 000 euros, et voilà que c'est en train de déjouer tous les mauvais esprits qui pronostiquaient un échec de ma chaîne, qui disaient ça sert à rien. Ben, je leur ai dit aujourd'hui, vous voyez, ça a au moins servi à aider quelqu'un qui était en difficulté. Au moins ça a permis ça. Donc celui qui prétendait, qui me disait au début que ma chaîne ça servait à rien, qui prenait ça à la légère, vous savez, qui prenait ça même avec une certaine condescendance, ou disait ouais de toute façon voilà, tu t'amuses, là tu fais, c'est nul, ou tout au moins, oui, bon, ça m'intéresse pas ce que tu fais, tout ça, bah, 2 ans après, j'ai réussi à rassembler plus de 5 000 euros avec mes abonnés, avec ce que j'ai donné, pour l'aider, pour le dépanner, ce qui est déjà une bonne somme hein, par rapport à son projet, parce que lui, il lui faut 30 000 euros, mais c'est déjà bien. Nous, je dirais qu'on a fait notre part déjà. Bon. Après, c'est tous les syndicats, tout ça, ils vont faire le reste. Puis il y a une petite... le syndicat a mis en place une tirelire, comment on appelle ça, une cagnotte, et ça va l'aider aussi. Il y en a qu'on donnait à la cagnotte aussi. Donc peut-être qu'on dépasse, nous, les 5 000 euros, justement. Peut-être qu'on est près des 6 000, j'en sais rien. Bref, ma chaîne elle lui a peut-être apporté près de 6 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Pour quelqu'un qui au départ démarrait tout derrière son petit bureau avec sa petite caméra, son petit micro, et que les autres ils prenaient bah lui qu'est-ce qu'il fait là, bon oui on va le prendre à la légère, c'est un con, tu vois. Il y en a qui disaient, il y a même un ami qui m'a dit ouais, non je vois pas du tout, je vois pas ce que tu fais là, ça sent pas. Bon aujourd'hui j'ai que 30 000 abonnés, c'est rien pour moi, j'espère que j'arriverai aux 100 000. Parce que 30 000, c'est vraiment, ça ne me convient pas. C'est pas l'objectif n'est pas rempli. Il faudrait, pour avoir une assise et pouvoir compter comme youtubeur, il faut avoir au moins 100 000 abonnés. Si vous n'avez pas 100 000 abonnés, ça reste quand même, vous restez petit, quoi. Vous n'avez pas encore fait vos preuves. Faire ses preuves, c'est quand vous dépassez symboliquement les 100 000 abonnés. Quand vous dépassez les 100 000 abonnés, là ça commence un petit peu à peser. Je dis bien à peser. Mais bon, c'est pas énorme, mais ça commence. Et on n'en est pas là. On n'en est pas là et il faudra encore du temps pour y arriver. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je ne réclame pas les abonnés, les pouces et tout ça. Ça, je trouve ça productif de réclamer. Donc voilà un peu le truc. Donc en fait... pour vous dire qu'on doit, on doit se fier à notre instinct, notre intuition. Vous avez vu la... Ah, attendez, Ouais. Je vais couper parce que je suis en train de parler. Voilà, je reprends ma conversation avec vous parce qu'il va falloir conclure. Donc, oui, on fait confiance à son intuition et si on a un projet, on s'y tient coûte que coûte, on essaye et on ne s'occupe surtout pas des avis des uns et des autres qui cherchent à vous décourager. C'est cela que je voulais vraiment vous dire, c'est très important.
parce que en France, on est des spécialistes pour décourager les gens. On n'aime pas les têtes qui dépassent, déjà. On a une forme de jalousie en nous, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là, qu'ont pas forcément les autres peuples, mais nous, on a ça. On n'aime pas que l'autre réussisse, on n'aime pas. Et ça éveille fatalement l'adversité ou l'indifférence si quelqu'un réussit. Je l'ai vécu parce que j'ai vécu l'échec, mais j'ai vécu la réussite. Et quand je vois pour ma chaîne, par exemple, bon, elle progresse gentiment, mais elle progresse. Quand je vois ce que j'ai fait au départ et ce que je fais aujourd'hui, il est évident qu'il y a eu du chemin de fait. Ben, c'est vrai que dans mon entourage proche, les gens qui me connaissent ne me félicitent pas, ne me disent pas « Oh, c'est bien, François, ce que tu as fait ». Parce qu'au fond d'eux, en fait, c'est pas des gens qui vous aiment vraiment, en fait. C'est là qu'on voit. Parce que si vous aimez, ils seraient super enthousiastes. Ils vous diraient, François, c'est super ce que tu as fait, beau résultat et tout. En fait, ils sont presque, un peu jaloux, un peu, cherche le mot, envieux, je sais pas. Ils sont un peu jaloux que vous ayez pu réussir à percer dans un domaine où vous étiez totalement néophyte. Alors que eux, ils sont parfois, ils ont du mal, peut-être aussi dans leur vie, à sortir de leur cadre professionnel pour faire autre chose. Moi, je lui arrive ça, j'arrive très facilement à sortir j'ai pas de cadre professionnel, et donc c'est pour ça que j'ai fait dans ma vie plusieurs métiers. Donc je suis habitué de rebondir sur des choses différentes comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien l'IA, là, comme ça je m'y mets, parce que pour moi c'est nouveau. Et j'ai dit, j'expérimente, j'y vais, et on verra, ça donnera ce que ça donnera, mais on peut faire des trucs sympas, des petits visuels, tout ça. Et peu importe ce que les autres diront, de toute façon. Mais là, je vois bien que autour de moi, non, les compliments, du tout, même pas un petit compliment, rien. Même pour Christophe, j'ai dit, bah, t'as vu, j'ai réussi à aider quelqu'un qui était dans la merde. Ah oui. Mais ils disent pas, ça a du mal à sortir de leur bouche, dire, ah bah c'est bien ce que tu as fait, c'est bien, moi tu as réussi à faire quelque chose, parce que eux, je les vois pas faire la même chose, vous voyez, eux je les vois même pas donner un franc à quelqu'un en difficulté, ou un euro, non, c'est eux, c'est toujours les moi, hein, c'est beaucoup de ça. Et donc autour de moi, je parle de mes intimes, eh bien je revis la même chose que j'ai vécu quand j'ai fait ma boîte, c'était un peu ça. Au début, on était parti sur un concept dans l'épilation, et puis on voulait révolutionner le métier de l'esthétique. Et on avait vraiment innové, à tel point que le fils de Jean-Louis David est venu nous voir et nous a interloqué par ce qu'on avait fait. Et c'est comme ça qu'on a ouvert 50 magasins en 3 ans en franchise, parce que ce qu'on avait découvert, c'est qu'il y avait une demande, mais qu'on n'arrivait pas à satisfaire, parce qu'on n'était pas adapté à la clientèle. Mais je ne vais pas vous développer le concept, ce sera pour une autre fois. Mais au début, il faut voir ce qu'on a été... Ah là là, ça ne marchera pas, c'est pas possible. Surtout les gens de la profession. C'est comme les musiciens. Vous savez, là, je vois en face de moi des musiciens qui critiquent. Mais là, j'avais des esthéticiennes, ils disaient, les petites esthéticiennes, tout ça. Mais ça ne marchera pas, tout ça. Résultat des courses, ce qu'on a fait a été copié par d'autres franchises, etc. Bref, ça a marché du feu de Dieu. Beaucoup plus qu'on ne pensait. On a été dépassé par le succès. C'est ça qu'on a échoué, parce qu'on a eu trop de succès, je dirais. Et ce qui est paradoxal. Mais je vous expliquerai un jour. Et donc, du coup, au début, c'était pareil. Les gens du métier étaient encore plus opposés à nous que les gens de l'extérieur. Et là, c'est pareil. Je crois qu'avec la vidéo, au début, quand je faisais des vidéos, ah oui, tu ne fais pas ceci bien, il te faut une caméra, il faut un truc comme ça, il faut un micro, parce qu'il y a trop de vent, tout ça. Les gens ne comprennent pas que c'est pas ça important. Ce qui est important, c'est la manière dont tu t'exprimes et la manière dont tu fais vivre ta chaîne, tu lis les messages, tu réponds aux messages, les gens voient que tu es les alus, tout ça. C'est pas que de la technologie là aussi, vous voyez, c'est pas que de la technique. Mais les professionnels en général sont aveugles concernant leur propre... Combien il y a de gens qui sont dans l'audiovisuel, qui sont dans le monde de l'audiovisuel et qui sont incapables de faire ce que je fais? Parce qu'ils ne sentent pas ça. Eux, ils vont être sur la technique, mais ils ne comprennent pas qu'au-delà de la technique, c'est un support. Mais au-delà de la technique, on développe un esprit, on développe une âme, on développe quelque chose d'autre. Mais dans le commerce, c'est pareil. Il faut avoir l'intuition de la chose, mais après, quelque chose... il ne faut pas se fier aux professionnels
aux professionnels de la matière sur laquelle vous travaillez. Il faut s'en méfier, parce que c'est les premiers qui vont vous bloquer, qui vont vous décourager. Pour des histoires, mais des fois, dans l'esthétique, on avait toute la profession contre nous. Et après, ils nous ont tous imités. Mais c'est vrai dans d'autres domaines. Et c'est très curieux. Et après, une fois qu'on réussit, on est imité, évidemment. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que les freins viennent souvent autour de nous, de nos intimes, peut-être de nos parents ou de notre famille. Et souvent, au lieu de nous encourager, on nous décourage. Autour de nous, notre cercle. Et je vois par exemple pour la chaîne, mon père m'a pas fait un seul compliment. Pas un seul compliment. Il m'a pas dit une seule fois, c'est bien ce que tu as fait, chapeau, c'est sympa. Puis là, il sait que j'ai aidé quelqu'un, il aurait pu me dire, bah c'est bien, un compliment, ça lui écorcherait de me faire un compliment, vous voyez. Donc, non, je ne cherche pas de reconnaissance, je ne suis pas du genre à dire, ah, je suis à la quête de la reconnaissance du père. Non, j'ai dépassé, pas besoin de jouer les psychologues à 2 balles, mais n'empêche que ça ne vient pas. Et ça ne vient pas même d'autres personnes qui sont proches de moi. Donc je me dis, il y a une forme au fond, de jalousie. C'est ça. Il y a une forme ça les dérange que vous puissiez y arriver, si ce n'est mieux qu'eux. C'est ça qui les dérange en fait. C'est que eux, n'arrivant pas à certaines choses que je peux comprendre, ben, ils sont ennuyés que vous y arriviez. Et c'est ça, l'humanité. Il faut en tenir compte. Bon, on va finir sur nos belles vaches là qui sont là et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. J'ouvre une porte, puis une autre, encore une autre. Ne me suivez pas, le risque est grand. Il se peut qu'à un moment, le cerveau bloque. On quitte la raison, se cache autre chose. C'est un vent glacé dans le dos, un autre monde. À force de chercher, à force de frapper, la question ouvre, je comprends mieux l'enjeu. Cette zone contient une limite qui nécessite l'équilibre. Nos vies se réveillent et plongent dans le vide. Je choisis les mots comme si je devais calibrer avec précision. La formulation a son importance. Il faut animer le propos et imposer le silence. Les hommes parlent de trop, tout est dans l'écoute et la concentration intérieure. Le passage ressemble à la souffrance et puis nous ne sommes pas prêts. Tu veux toujours de belles histoires pour que ça donne un sens. Le plus éprouvant c'est de tout abandonner. Mais tu es libre de reculer. Une fois déshabillé, dépouillé, détaché, tu n'as plus rien à regretter. Alors se lève le vent, une puissance cachée, tel un maître un doigt trompé. Tu vas le prononcer dans une forme de rituel pour que s'ouvre l'éternité. La matérialité est une illusion à dépasser. Il est fort probable qu'il soit impossible de témoigner, car nous ne pouvons pas l'imaginer. J'ouvre une porte, puis une autre, et encore une autre. Ne me suivez pas, le risque est grand. Il se peut qu'à un moment, le cerveau bloque. On quitte la raison, se cache autre chose. C'est un vent glacé dans le dos, un autre monde. À force de chercher, à force de frapper, la question ouvre, je comprends mieux l'enjeu. Cette zone contient une limite qui nécessite l'équilibre. On quitte, on essaie, nous contient une libre qui nécessite le gain, une limite qui nécessite l'équilibre. Nos vies se réveillent et plongent dans le vide. Je choisis les mots comme si je devais calibrer avec précision. La formulation a son importance. Il faut animer le propos et imposer le silence. Les armes parlent de trop, tout est dans l'écoute et la concentration intérieure. Le passage ressemble à la souffrance et puis nous ne sommes pas prêts. Tu veux toujours de belles histoires pour que ça donne un sens. Le plus éprouvant, c'est de tout abandonner. Mais tu es libre de reculer. Une fois déshabillé, dépouillé, détaché, tu n'as plus rien à regretter. Alors se lève le vent, une puissance cachée, tel un maître à ne pas tromper. Tu vas le prononcer dans une forme de rituel pour que s'ouvre l'éternité. La matérialité est une illusion à dépasser. Il est fort probable qu'il soit impossible de témoigner, car nous ne pouvons pas l'imaginer.